Entrez. Merci d'être tous présents et d'avoir accepté cette invitation. Merci surtout à Colette de l'avoir accepté parce que c'est quelqu'un qu'il est difficile d'attraper entre tous ces voyages. Et de voir qu'une journaliste qu'on n'a jamais réussi à faire taire commence sa vie rue du silence, c'est un peu paradoxal. Mais voilà. Ça commence bien. Donc Colette est née et vit toujours à Uccle. Moi j'étais fille unique dans un milieu ucloire, ici rue du Silence, rue de Calvoute, un quartier qui était à deux pas d'ici. Et dans un milieu assez, pas fermé, mais enfin qui n'était pas vraiment ouvert sur le monde. Et moi je rêvais de découvrir le monde. À ma maman qui, pour me distraire, me disait « tu dois lire ». Et elle allait à la bibliothèque du quartier, ici rue du Bourdon, à Uccle, et elle me ramenait toutes les semaines 4 ou 5 livres avec ordre de les lire pour la semaine d'après. Elle dit « lis, Ferré », parce que j'étais plongée dans mes livres, les romans d'aventure et tout ça. Et donc d'autres horizons s'ouvraient, mais qui étaient ceux des livres. Je rêve de l'Afrique, je n'y connais rien du tout. Il n'y a personne de ma famille, à part l'oncle missionnaire qui est jamais allé. Et là, je suis quand même les informations, le journal qu'on lit chez moi, c'est pas le soir, vous devinerez lequel, le journal catholique de l'époque. Et j'ai le sentiment qu'on me raconte l'histoire de l'indépendance et qu'on ne me dit pas tout, et que Lumumba m'intrigue, il me fascine. Qui est Patrice Lumumba ? Je n'en sais rien, je voudrais en savoir plus. Ce journal ne me dit pas grand-chose, sauf qu'à un moment donné, il disparaît, on apprend qu'il est mort. Et là, j'ai 13 ans et j'ai une conscience précise, aiguë, dit ça, ce n'est pas vrai. Là, on me ment, c'est pas vrai. On ne dit pas toute la vérité, là, il y a quelque chose. Et alors là, le désir se confirme. On ne dit pas la vérité, et je dis, il faudrait quand même que j'aille voir moi-même. Je peux vous dire, j'avais l'idée, je veux faire ce métier. Et pourquoi ? Parce que je veux voyager, je veux voir le monde, je veux rencontrer des gens, et puis je veux aller voir moi-même ce qui se passe et le raconter. Le soir, je me rattrapais parce que je faisais, comme on appelait ça, le compte-rendu de la journée. Et là, je notais pendant toute la journée les frasques et les trucs des uns et des autres, les bêtises, les faux pas, les anecdotes de la journée. Et là, Dieu merci, je faisais rire tout le monde le soir. Et là, je me rattrapais en faisant ce qui s'appelait le compte-rendu de Colette. Et donc, bien ça, c'était quand même un truc qui me plaisait. Et un jour, dans le club des jeunes où je me trouve, apparaît un journaliste, enfin un garçon très sympathique, et on me dit « Oui, mais c'est un journaliste. » Quoi ? Un journaliste ? Ciel, je dois sauter sur lui, il y a urgence. Et j'ai dit « Tu fais quoi ? » Ah, mais je suis un journaliste. Je suis chroniqueur sportif, enfin, je travaille uniquement le dimanche après-midi. Là, je me mets vraiment, je me coupe en 4 et puis je dis, est-ce que tu pourrais m'introduire dans ce journal ? Mais tu sais, je ne suis qu'un collaborateur de vous, mais essaye quand même. Et puis un jour, il revient tout content. Ah, le journal La Cité, j'ai obtenu un rendez-vous pour toi. Bingo. Et donc, je suis entrée dans cette page des jeunes. On avait une réunion une fois par semaine, mais j'avais un pied dans la maison. Et là, j'ai rencontré des journalistes de la rédaction, et après, et alors, je me rappelle que j'étais quand même payée, pour l'époque, c'était 50 centimes la ligne. Mais ça ne me gênait pas parce que j'écrivais long. Et puis un jour, j'ai appris qu'ils étaient prêts à engager quelqu'un, et là, j'avais 20 ans, et je me suis dit, bon, maintenant, je tente ma chance, est-ce que c'est pas idiot ? Je consulte un peu, je vais poser ma candidature, et alors là, le directeur de l'époque, Jean Hénin, je le verrai toujours, il avait ses petites lunettes et il dit oui mais quand même vous n'avez pas étudié, pas beaucoup, enfin je dis oui mais je connais les langues, je connais l'irlandais, j'avais étudié l'espagnol quand même. Bon, il dit on va vous prendre à l'essai, mais quand même une jeune femme comme ça, et il me dit, je le vois encore, il prend ses lunettes, il nettoie ses lunettes, il me dit mais ne tombez pas enceinte dans les 6 mois. Et moi, qui s'appelait Lucie Braguin, j'ai appris beaucoup parce qu'elle était passionnée à l'époque.
on était dans la fin des années 60, passionné par le Rwanda de Kayibanda, le Rwanda de la révolution, qu'on appelait à l'époque la révolution sociale, soutenue par les milieux démocrates chrétiens belges, et cette révolution Hutu, dirigée contre les Tutsis, et j'entendais autour de moi les discours démocrates chrétiens que on soutenait les Hutus, que c'était le petit peuple qui prenait sa revanche sur les féodaux, les grands nobles, et j'entendais dire oui, on va les raccourcir. Et les machettes commençaient déjà à fonctionner. Mais alors on disait non, ils ont brûlé les maisons, mais on n'a pas fait de massacre. Mais ça a généré des réfugiés qui se sont répartis dans toute la région. À l'époque, j'étais certainement trop jeune et trop inexpérimentée pour déceler quoi que ce soit. Pour moi, c'était des gens que mon journal soutenait, et c'était voilà quoi, c'était les plus pauvres face à des nobles, des féodaux. C'était la version que j'avais, mais qui était quand même contrebalancée à l'époque déjà par d'autres informations. C'est que le week-end, je me rendais souvent à ce qui s'appelait à l'époque l'Université de paix, fondée par le Père Pire, prix Nobel de la paix. Et le Père Pire, c'était un homme qui m'a beaucoup marqué par son idéal, sa démarche intellectuelle. Moi, c'était un peu mon écolage aussi idéologique et philosophique. J'allais vraiment très souvent. Et à l'Université de paix, il y avait un certain nombre de Rwandais qui étaient là, des jeunes Rwandais qui étaient des réfugiés. C'était des réfugiés Tutsis. Et eux me donnaient des événements dans leur pays, une toute autre version. Ils disaient, on a été chassés, nous sommes déjà maintenant les plus importants réfugiés d'Afrique. Après l'international, après un bref passage spécial où tu n'avais même pas compris que le magazine était subventionné entièrement par Mobutu. Mais là, je comprends bien. Mais là, j'ai été séduite parce qu'un jour, le rédacteur en chef de Spécial vient me demande à me voir et tout. Il me dit, ah, mais on a lu des articles de vous dans la Cité. Il me dit, mais est-ce que vous seriez intéressé par un poste de reporter dans un hebdomadaire? Waouh, mon sang ne fait qu'un tour. Je dis, ben oui, évidemment, je suis rentrée à Spécial. Et là, le patron, c'est d'Arister. Il y a un sujet, on te prévient tout de suite, il y a un sujet qui est tabou, c'est le Zaïre de Mobutu. Ah bon? Non, ça, tu ne peux pas toucher, ça c'est domaine réservé. Le Zaïre de Mobutu, je ne peux pas y toucher, mais moi je rêve d'aller au Zaïre, moi c'est mon sujet qui m'intéresse. Ah mais non, domaine réservé, et pour cause, c'est Mobutu qui finance en partie Spécial. Bon, là, je me suis dit, on va voir comment ça évolue, mais les choses n'étaient pas... C'était pas évident. Et puis très vite, il apparaît quand même que sur d'autres sujets, il y a des divergences de vues. Moi, je me rappelle que j'avais accepté, évidemment avec bonheur, le premier vol inaugural de la Sabena pour le Chili. J'obtiens une interview d'Allende, ce qui était quand même extrêmement fier de ramener une interview d'Allende. Et à Spécial, on me dit, mais tu sais, ça ne nous intéresse pas, c'est un communiste, un type d'extrême gauche, il est communiste, c'est vraiment pas le genre, nous on s'en fout de ton truc. Fais un papier sur le vol, fais un papier sur l'avion, c'est très bien, mais pas ton interview. Là, j'étais vraiment fâchée, furieuse. Et alors, évidemment, la Charles-Louis Binemans, qui était chef de la rubrique politique au soir, et lui me dit, est-ce que ça t'intéresserait d'être engagé au soir? Je dis, oui, bien sûr. Il dit, mais il faut faire... Il dit, tu connais le néerlandais? Bon, bien sûr, je connais que ça. Enfin, je dis, oui, pas de problème. Donc, je vais entrer au soir à la rubrique politique belge, donc le national. Et alors, à Spécial, je retourne à Spécial, on me convoque, le rédacteur en chef me dit, ah, Madame Rackman, venez un peu dans mon bureau, j'ai quelque chose à vous dire. Je dis, ben oui, mais moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. Parlez la première. Ben, je dis, je veux vous dire que je m'en vais parce que je suis engagée au soir. Oh, ben ça tombe bien, j'allais vous mettre à la porte. Et donc j'entre au soir à la rubrique politique intérieure, l'actualité sociale. Et quand même, j'avais déjà fait à la Cité, je fais un grand reportage
sur l'immigration en Belgique. Ça m'intéressait. Et donc je fais un grand reportage en Belgique sur les communautés d'immigrés portugais, espagnols, maghrébines qui commençaient à arriver, les Turcs. Et le soir publie ces reportages. Et après un an, j'apprends qu'une place se libère à la rubrique internationale. Et là, le directeur Corvillain me dit: oui, mais qu'est-ce que c'est que ça, Madame Brackman? Vous êtes à peine engagée et vous voulez déjà changer de service. Et il dit: ces caprices-là, c'est la dernière fois. Si vous changez encore, alors ça, je l'accepterai. Non, non, je ne changerai pas. Je resterai à l'international au Niger. Et j'avais découvert la première grande sécheresse, la manifestation de la sécheresse dans les pays du Sahel. Et donc là, j'avais abandonné le sujet de la conférence pour faire un reportage sur la sécheresse, les troupeaux qui meurent, les nomades qui migrent du nord vers le sud, qui cherchent l'eau, etc. Donc ce reportage avait été publié. Et puis j'apprends que l'armée belge fait une opération, la première opération de secours humanitaire menée par l'armée belge, où ils allaient utiliser une technique qui va être beaucoup utilisée jusqu'à aujourd'hui, le dropping, larguer des paquets humanitaires, de nourriture, enfin voilà. Ça c'était le truc de l'armée belge. J'étais évidemment extrêmement intéressée, je trouvais, j'étais naïve, que ben c'est moi qui ai découvert le sujet, donc c'est moi qui dois y aller. Je me dis: mais non, pas du tout, c'est ton collègue René Aquin qui suit l'armée, qui est grand reporter et tout, toi tu viens d'arriver, et c'est lui qui va y aller. Et j'étais tellement fâchée que je fonce chez le directeur, M. Corvillain. Je dis: mais comment? C'est un sujet que moi j'ai commencé à traiter, on envoie quelqu'un d'autre. Il me dit: mais Madame Brackman, vous vous rendez pas compte que, avec des militaires comme ça, votre vertu est en danger. Je dis: mais écoutez, ma vertu, ça c'est mon problème. Je dis, votre problème, c'est que mes articles arrivent à l'heure. Je dis: le reste, je m'en occupe. Et puis je raconte ça à mon chef de service, Francis Hunine, qui avait un humour anglais. Il me sort un truc, on n'oserait plus jamais dire ça aujourd'hui. Il me dit: mais enfin Colette, si c'est pour te faire violer, on peut quand même faire ça ici, pas loin, et ça coûtera moins cher. Je faisais des photos aussi, et après, j'y ai repensé récemment. Après, j'ai même acheté à l'époque un Polaroid, parce que je trouvais que je devais donner les photos aux gens que je photographiais. Donc moi, je ramenais les photos, mais je faisais des polaroïdes, et ça réussissait à briser la glace, ça créait un lien avec les gens quand je leur donnais des photos. Après, ça s'est perdu, et alors, là je vais dans l'actualité maintenant, je viens de lire un livre d'une jeune femme rwandaise qui a été évacuée au moment du génocide, Mérès, Beata Muteni Mérès. C'est un magnifique livre qui s'appelle Le Convoi, et qui raconte qu'elle est évacuée et qu'elle se souvient que quand elle arrive à la frontière du Burundi, fuyant donc le génocide avec sa maman, il y a un journaliste italien qui fait des photos. Et elle dit, et déjà 30 ans après, elle essaye de retrouver la trace de ce journaliste. C'est tout le sujet du livre. Qui était ce journaliste? Est-ce qu'il a fait des photos? Est-ce qu'il a fait des photos de ma maman, de moi? Et elle trouve ce journaliste et il dit: mais non, ces photos sont à moi, elles appartiennent au journal. Elle met des mois à récupérer quelques clichés. Et d'où cette réflexion qu'elle écrit dans le bouquin. Est-ce que les journalistes se rendent compte qu'ils prennent vie, ils prennent notre image, ils prennent notre vie, ils prennent nos souvenirs, ils les emmènent, ils les publient, et nous, on n'a rien. Moi, de ma mère, c'est la dernière image de ma maman, c'était cette photo-là. Et finalement, le journaliste lui renvoie les négatifs, et alors là, elle retrouve des amis, des qui sont morts, qui n'ont pas survécu, sa maman, etc. C'est ça, je crois que le journalisme, c'est ça, quoi. Il faut beaucoup de chance et parfois un peu
de feeling, quoi, de se dire tiens, pourquoi ne pas aller en vacances dans cet endroit-là, on ne sait jamais. Or là, il y avait quand même des rumeurs, je connaissais en Belgique des exilés portugais, des réfugiés politiques, qui me disaient c'est la plus vieille dictature d'Europe, et il y a des mouvements, on ne sait jamais, il y a des choses qui pourraient changer. Et du coup, je me dis, tiens, mais j'irais bien faire un tour, un mini-trip, comme on disait, avec ma maman, et on va 3 jours à Lisbonne en mars 94. Et en mars, il y a un mouvement militaire, les militaires sortent de leur caserne, et je dis, oh, ça c'est vraiment intéressant, j'ai quand même envie d'en savoir plus, où j'ai noué des contacts avec des étudiants, des professeurs, le chanteur José Afonso, tous des gens qui étaient politiquement actifs et qui en fait préparaient ce qui allait être la révolution des œillets. Et donc je rentre en Belgique, j'écris quand même un reportage du style le Portugal c'est la plus vieille dictature d'Europe, mais sous l'aspect calme et tout, il y a des choses qui se préparent, on pourrait être surpris. Et 3 semaines après, ça je n'oublierai jamais, le téléphone sonne 7h du matin, le journal m'appelle, mais dis donc tes papiers là, il y a un coup d'état au Portugal, les militaires sont sortis de leur caserne, viens vite à la rédaction, bon, il faut y aller. Le jour même, à midi, j'étais dans l'avion, le premier vol pour Madrid avec Josie Dubié. Et alors là, on a loué une voiture depuis Madrid jusqu'à la frontière portugaise. Et puis, on s'est retrouvés à Lisbonne. Et là, les militaires, effectivement, étaient sortis de leur caserne. La foule était dans les rues, les gens les congratulaient, donnaient des fleurs aux militaires qui étaient sur les chars. Donc, c'était magique. Je dis, mais il faudrait peut-être aller voir dans les colonies portugaises, parce que les colonies, ça va bouger aussi. Cette révolution des œillets, elle a été préparée dans les maquis de Guinée-Bissau, du Cap-Vert, d'Angola. Donc ce mouvement militaire, c'est en Afrique qu'il a commencé. Donc maintenant, il faudra aller voir quelles sont les répercussions en Afrique. Des militaires portugais qui exprimaient bien qu'ils en avaient assez de ces guerres coloniales et que le temps était fini, quoi. Le temps de ces guerres coloniales était passé. Là aussi, tout allait bouger. Et donc je suis revenue avec ce témoignage. Je me souviens aussi que je suis allée à Cabinda. J'avais envie de voir ce que c'était que la fameuse enclave de Cabinda. Et je suis allée, et là, un militaire qui m'a très gentiment conduite à travers cette petite enclave riche en pétrole. À l'époque, on savait qu'il y avait un grand potentiel de pétrole. Et je suis allée jusqu'à la frontière du Zaïre. Et là, non, jamais. Et là, à la frontière du Zaïre, il y avait un poste frontière avec des militaires, des douaniers. On s'est fait les présentations. Oh, vous êtes belge? Oui, je suis belge. Ah, vous êtes belge? Mais vous êtes des cousins alors. C'est chez nous qu'il faut venir. Mais il faut venir chez nous. Vous êtes des cousins. On est famille. Je dis, ben oui, mais moi j'attends. J'espère qu'un jour, ben vous serez la bienvenue, madame. Et de l'Angola. C'était l'Afrique australe, c'était l'Afrique du Sud, la lutte anti-apartheid, c'était... Donc, les choses, en journalisme, c'est souvent comme ça. On commence un truc, et puis il y a un autre qui s'y ajoute, et puis finalement, voilà quoi. Il y a quand même un titre qui est dans le chapitre dans ton livre qui est tout à fait éclairant, qui dit « Le Zaïre, mon université ». Mais quand tu dis à Bruxelles, tu avais des contacts avec l'opposition congolaise. Oui, c'est ça. C'était dans ma tête. Un jour, j'irai au Zaïre. Un jour, Mobutu, j'irai voir. Mais il faut attendre. Mais il y avait quand même aussi en Belgique des réfugiés politiques zaïrois de l'époque qui étaient arrivés. C'était soit d'anciens compagnons de Lumumba, qui étaient arrivés, des gens qui avaient fait les rébellions des années 60. Puis il y a eu la naissance de l'UDPS, Union pour la démocratie, le progrès social de Tshisekedi, qui est venu bien après, mais qui est apparu dans les années 80. Mais avant ça, moi je connaissais les Lumumbistes, je connaissais Lambert Mende, qui était un Lumumbiste, je connaissais un certain Laurent Désiré Kabila, qui venait de temps en temps en Belgique, ou Oxfam, Pierre Galland d'Oxfam, lui donnait de l'aide, il donnait des vêtements, des vêtements, il donnait une aide matérielle à ce petit maquis qui existait, me disait-on, du côté de la Tanzanie.
toujours. Ludo Martens du PTB était très ami avec lui, il le connaissait très bien. Et parfois, il me disait, tiens, mon ami Kabila est de passage, si tu veux, tu peux le rencontrer. Il y avait Gaëtan Kakoudji qui travaillait au CNCD à Liège et qui était le neveu de Kabila, que je connaissais très bien aussi. Donc j'avais tout ce petit réseau d'opposants que je les cultivais, enfin, eux me cultivaient, c'est comme on fait, mais enfin, ils avaient accès aux colonnes du soir, de temps en temps, je leur donnais la parole et tout ça. Et ce qui fait que quand, là on est bien plus tard, quand Mobutu finalement est renversé et que toute la presse mondiale dit Kabila, mais qui est ce type Laurent Désiré Kabila? Tout le monde regarde dans les... J'ai encore parlé avec lui il n'y a pas si longtemps, je le connais, et lui-même, quand il me voit, il me prend dans ses bras à Bukavu, ça je n'oublierai jamais, il ouvre ses bras, ah Colette, ma chère, cette fois-ci c'est la bonne, il dit, cette fois-ci c'est la bonne, on a un grand mouvement, on a des moyens, on va arriver à Kinshasa. Et moi, je me dis, bah dis donc, vous n'y êtes pas encore, c'est quand même 2000 km ici. Si vous allez à pied, vous n'êtes pas encore là, bonne chance, enfin, vous me ferez signe. Mais non, cette fois-ci, c'est la bonne, on va y arriver. Et c'était le début de la grande... C'était les fameux enfants soldats, les cadeaux. Voilà. C'est ça. Et finalement, la fidélité, ça paye aussi, parce que même quand j'ai vu le fils Joseph Kabila, quand j'ai fait une première interview après l'assassinat de son père, je sais que je suis introduite chez Joseph Kabila, 28 ans, un type renfermé, son père est mort 15 jours avant, il est tout à fait introverti, fermé, raide et tout, et me trouvant face à lui, je sais pas, il y a une espèce d'inspiration, mais c'était spontané, je dis, Monsieur le Président, d'abord et avant tout, on fera l'interview, ça c'est sûr, mais je permet de vous présenter mes condoléances parce que je connaissais votre père depuis très longtemps, j'avais de bonnes relations avec lui, on avait de l'estime et on avait une bonne relation et donc à titre personnel je vous présente mes condoléances. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un iceberg qui fondait devant moi, toutes ces défenses qui tombaient. Il dit, je vous remercie, ça me touche beaucoup. Et il respirait, il dit, bon, on va passer aux questions. Mais l'ambiance avait changé. Il y avait une sorte de confiance qui s'était établie. Voilà. Mais avant ça, il y a eu toute la période Mobutu, au cours de laquelle tu as été persona non grata au Zaïre. Oui. Totalement interdite. Mais lui n'aimait pas parce que lui, il était habitué depuis les années 60, comme je l'ai dit, à voir des journalistes qui n'étaient pas nécessairement complaisants, mais il les connaissait. Ah, monsieur Kestergaard quand même, ah, monsieur... Il connaissait tout le monde, il les identifiait, donc il y avait une relation personnelle avec eux. Et tout d'un coup, moi je déboule dans le jeu de qui, si vous voulez, dans les années 70, où c'était déjà la crise qui commençait entre la Belgique et le Zaïre, parce que, c'est plutôt les années 80, parce qu'on est dans une autre époque, la guerre froide se termine, Mobutu, le grand allié de l'Occident, le grand ami des Belges et des Américains, avait perdu du crédit. On commençait à trouver que sa dictature là, qui s'était mise en place dans les années 60, ça faisait longtemps, qu'il y avait d'autres forces qui apparaissaient, qu'il fallait démocratiser, que la corruption, quand même, ok, on en a profité, mais maintenant il faut un peu licher tout ça. Okay. Et donc il y a eu plusieurs crises mémorables, les crises belgo-zaïroises, certains d'entre vous se souviennent de ça, avec Mobutu qui accueillait nos ministres Martens qui avait dit un jour, en faisant au bord des pêcheries de Kivu, je crois, ah, j'aime ce pays, j'aime cette population, j'aime ces dirigeants. Aïe, aïe, aïe. Quand il est rentré en Belgique, il s'est fait grosser. Donc il y avait une cabale contre Mobutu. Pas parce que les Belges n'aimaient plus Mobutu, mais parce qu'en haut lieu, on avait décidé que Mobutu s'était terminé, que les grands dictateurs charismatiques des années 60, c'était fini, ils devaient céder la place. Museveni faisait la guerre en Ouganda contre Obote, Idi Amin d'abord, et puis Obote, c'était fini, il fallait céder la place à un certain Museveni, qui est toujours là, au Rwanda, Habyarimana lui-même,
était affaibli, on commençait aussi à voir les carences du régime. Mobutu, c'était la même chose. Tous ces vieux chefs étaient progressivement poussés dehors, sauf chez les Français. Les Français, eux, ont eu la palme, si vous voulez, des dictateurs qui ont tenu le plus longtemps. C'est Houphouët-Boigny, Bongo, qui ont tenu le coup très longtemps parce qu'ils avaient leurs entrées à l'Élysée. Et donc le précaré, si vous voulez, français, a résisté plus longtemps que les chasses gardées des Belges. Quel regard jettes-tu sur Mobutu après toutes ces années? C'est quand même... Je trouve que j'ai été un peu injuste et peut-être excessive, parce que Mobutu était en fin de règne, ça c'est vrai qu'il était affaibli, la corruption avait pris des proportions qui nous semblaient vraiment choquantes, l'économie du pays ne marchait pas, les ponctions dans le budget de l'État, les ponctions par la présidence dans le budget de l'État, dans les budgets des sociétés mines, la GECAMINE, qui était la grande société d'État, apparaissait complètement exagéré. Il était devenu un peu la caricature du dictateur. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en haut lieu, c'est-à-dire du côté de Washington et d'ailleurs, son temps était passé. Les Américains misaient sur d'autres personnalités, sur d'autres types de régimes, et qu'il était un homme de la préhistoire. Son histoire était finie. Maintenant, avec le recul, ça n'a pas changé. Je me dis que le modèle, mais ça c'est un point de vue comme ça, que le modèle politique du président actuel, quand il était jeune, quand il avait 20 ans, qui était le chef d'État en fonction, et son père était ministre de la Justice, son père, Étienne, a fondé le mouvement populaire de la Révolution, le parti unique, il en a écrit les statuts, son père a été un pilier du régime Mobutu jusqu'en 1980, donc de 60 à 80, c'est l'âge de la jeunesse de Félix Tshisekedi. Et donc parfois je me dis, le modèle politique qu'il a eu quand il était un jeune homme en formation, qui voyait le modèle en place, c'était le mobutisme. Et après, il y a eu la longue période de l'opposition, l'UDPS, donc l'Union pour la démocratie, le progrès social se crée en 79, est annoncé en 80, il y a toutes les années de répression, il y a la conférence nationale en 1990, il y a eu ce très long purgatoire d'Étienne Tshisekedi, qui finalement n'entre en scène que bien plus tard. Son fils est envoyé en Belgique, mais ces années de formation, les 20 premières années, le pays c'était Mobutu, c'était le parti unique, c'était le grand chef. Et parfois je me dis, est-ce que lui, aujourd'hui, maintenant, il est dans son deuxième mandat, est-ce qu'il n'aurait pas la tentation de reproduire ce modèle d'un chef tout-puissant qui utilise l'argent de l'État, l'argent des sociétés pour conforter son pouvoir, pour acheter la fidélité des uns et des autres. Et là, on est dans l'actualité la plus actuelle. Le gouvernement n'est toujours pas mis en place. Les élections ont eu lieu, on peut en parler, ils ont eu lieu en décembre dernier. Le gouvernement n'est toujours pas mis en place parce que ça se négocie. Il a été élu, il n'a peut-être pas eu les 73% qu'on lui donne, mais il a eu la majorité des voix. Et les gens l'ont élu sur base de sa campagne électorale, qui était une campagne pour dire j'ai eu des réalisations en faveur des pauvres, comme la gratuité d'enseignement. On peut dire oui, mais c'est pas vraiment gratuit parce que n'empêche que le principe a été établi, c'est l'accès à l'enseignement gratuit, l'accès aux maternités gratuites. Et on dit oui, mais enfin la maternité, les gens doivent quand même payer. Non, mais le principe a été établi que c'était gratuit. Et troisième point, il a mobilisé le sentiment patriotique des Congolais qui se sentent attaqués à l'Est, qui craignent la partition de leur pays, le démembrement de l'héritage colonial, de l'héritage de Mobutu. Et il y a un vrai sentiment patriotique, et Tshisekedi a incarné ce sentiment de résistance patriotique qui fait qu'il a été élu, donc il a une certaine légitimité aujourd'hui. Il y a ce sentiment patriotique. Du temps de Mobutu, il y avait la dictature, mais Mobutu a quand même créé ce sentiment national. Après,
Après, quand même, il y a eu les guerres du Congo. Le pays a été divisé en trois zones. On n'a pas beaucoup protesté dans la communauté internationale quand le Congo était divisé. On n'a pas beaucoup essayé de réunifier. Louis Michel a un peu fait son travail. Il a fait le Messie Dominici. Il est allé partout pour essayer. Mais honnêtement, on aurait fait un référendum. Il y a peu de gens qui croyaient que le Congo allait jamais se réunifier. Sauf les Congolais. Eux avaient cette fibre patriotique. On veut rétablir notre pays dans ses frontières. Et aujourd'hui, le Rwanda explique, Kagame le dit ouvertement, il dit, avant la colonisation, le grand Rwanda allait jusqu'au Kivu, jusqu'au Massissi, c'était chez nous et tout. Et quand vous allez au Rwanda, des gens vous disent, oui, mais la langue rwandaise était parlée jusque Kisangani. Il dit oui, ok, mais la frontière, elle n'est pas là. La frontière, elle est là où elle est. Elle a été décidée par... C'est une frontière coloniale. C'est la frontière qui a été dessinée après 14-18. Les jeunes générations tiennent à l'unité de leur pays. Et là, c'est peut-être l'effet quand même positif des réseaux sociaux, de Radio Okapi, la radio de la MONUSCO. Radio Okapi est une radio nationale, c'est la radio de l'ONU qui est écoutée dans l'ensemble du pays. Et donc, dans l'Équateur, dans les régions très éloignées, il y a des massacres, il y a des combats au Kivu, les gens sont informés. À Kinshasa, les jeunes suivent, ils savent ce qui se passe au Kivu. Et donc là, c'est un sentiment patriotique qui existe, qui est fort et qui ne s'affaiblit pas. Et parfois on entend dire oui, mais avec la mauvaise gouvernance, avec les taxes, l'armée qui est corrompue, etc., les gens vont finir par vouloir s'auto-diriger et se séparer de l'État central. Eh bien, moi je ne le crois pas. Et les élections qui ont porté au pouvoir Félix Tshisekedi, ils ont porté au pouvoir un président qui a dit je me battrai pour l'unité de ce pays, et je pense qu'il est sincère. C'est au M23 ou au Rwanda? Quand même, c'est un grand pays, les jeunes sont nombreux. Enfin, si vous regardez la carte et vous regardez les effectifs et la puissance, et puis les jeunes veulent... Enfin, on critique beaucoup maintenant au Kivu, on dit il y a des milices armées, et c'est vrai que parfois ils vivent sous la population des Wazalendo. Et le nom qu'ils se donnent, ce sont les enfants du pays. Okay. Et il y a des Wazalendo qui sont des bandits et qui rançonnent les voyageurs, qui rançonnent les villageois, c'est vrai. Mais moi j'en ai rencontré, c'était en mars dernier, des blessés à l'hôpital, à Ndosho, qui étaient blessés. Et je dis, mais qu'est-ce que vous êtes qui? Ah, mais je fais partie ce que vous appelez des milices, dit-il, des Wazalendo. Ah, je dis, vous n'avez pas bonne réputation. Je dis, mais vous êtes qui? Bien, je suis étudiant en droit, et je me suis engagée volontairement pour défendre mon pays. Et il y a une infirmière que je n'ai pas pu citer parce que c'est le CICR, on ne peut jamais les citer. Elle dit, on est étonnés, nous, au CICR, du nombre de jeunes gens qui sont des étudiants, qui sont des jeunes, ils ont 20 ans, ils laissent tout tomber et ils s'engagent parmi ces groupes Wazalendo simplement pour défendre leur pays parce qu'ils veulent l'unité du Congo. Ils sont contre l'annexion par le Rwanda, contre la partition. Un épisode qui m'a vraiment ému, c'était en février. Je suis invitée à Kinshasa par l'éditeur. On présente mon livre à l'IFASIC, qui est la plus ancienne école de journalisme de Kinshasa. Et puis à la fin, le recteur me dit, et ça c'est vraiment le plus beau compliment, il dit, Madame Brackman, ça fait des années que vous avez écrit, que vous avez témoigné pour notre pays, et maintenant nous allons chanter pour vous, avec vous, l'hymne national congolais. Et toute cette centaine d'étudiants se lèvent, la chorale se met à chanter, mais d'une façon magnifique, debout congolais. Moi je chantais aussi, parce que je ne connaissais pas tout, mais quand même, c'était magnifique. Et le recteur dit, vous savez, ça c'est nous, il dit, debout congolais, c'est nous, et c'est le message qu'on voulait vous donner. Moi j'ai trouvé ça, tout était dit. Ah vraiment, c'était bien.